Bonjour. Cette capsule concerne les travaux pratiques du module matériaux de grande diffusion et elle traite de la manipulation 1 qui est le dosage d'un ciment. Alors vous avez vu au cours que le ciment est constitué principalement par le clinker et ce clinker est obtenu à partir d'un mélange qu'on appelle cru. Ce mélange de matières premières avec à peu près 80% de calcaire, principalement des carbonates de calcium, et de 20% d'argile qui sont des silico-aluminates. Et la composition de ce clinker varie à peu près entre 77 et 83% en carbonate de calcium, 5 à 10% en Al2O3, 10 à 15% de silice et 2 à 3% de Fe2O3. Ces matières premières sont ensuite finement broyées et sont calcinées à 1450 degrés Celsius dans un four rotatif. C'est le phénomène qu'on appelle phénomène de clinkerisation. Le solide qui est obtenu est ensuite refroidi brusquement à l'air, broyé finement, et on lui ajoute de 3 à 5% de gypse qui va servir de régulateur de prise et différents additifs, donc selon la nature du ciment que l'on veut fabriquer. Et l'ensemble, ça constitue donc le ciment. On le voit donc sur cette image. Donc le calcaire, l'argile et des fois on rajoute également des additifs contenant du fer sont broyés pour obtenir la farine crue qui est ensuite cuite vers 1450 degrés Celsius pour obtenir le clinker. Celui-ci est refroidi, puis on lui ajoute du gypse, les additifs, etc. Et enfin, après broyage, on obtient le ciment. Doser un ciment, on revient donc tout simplement à doser les éléments majoritaires de ce ciment, c'est-à-dire ça revient à doser les ions Ca2+, Al3+, Fe3+, et Si4+. Alors dans cette manipulation, nous avons choisi de doser le calcium, l'aluminium et le fer par des dosages volumétriques par la méthode de complexométrie en utilisant le DTA. Et nous allons voir un peu comment ça va se passer. Rappelons quand même que le DTA, donc acide éthylène-diamine tétraacétique, a une formule un peu compliquée, donc qui est celle-ci, et la molécule présente 6 couples acide-base, 4 couples acide organique, CO2H, CO2-, et 2 couples amines. Généralement, on s'intéresse plutôt aux couples organiques, même si on dit que le DTA est un donneur de ligand hexadentate, c'est-à-dire qu'il donne 6, permet de donner 6 liaisons. Donc, et les formes majoritaires de l'EDTA sont respectivement en fonction du pH, H4Y, H3Y-, H2Y2-, H3Y3-, enfin HY3- et Y4-. Et les pH ou pK plutôt, les pK respectives de chaque acidité sont 2, 2,66, 6,16 et 10,24. On voit bien que si on veut avoir majoritairement l'espèce Y4-, donc qui va réagir avec nos cations, eh bien, il va falloir se placer généralement vers un pH de 10. Si l'on regarde les réactions de complexation avec le DTA, donc M est un cation métallique, Mn+, Y4- représente le DTA, ben on obtient un complexe MyN-4 avec une constante de formation qui a cette expression, que l'on peut écrire comme étant Kf fois concentration de Y- égale MyN-4 que divise Mn+. On voit bien d'après cette relation que plus le pH est élevé, c'est-à-dire plus Y4-, la concentration Y4-, parce qu'on l'a vu dans le slide précédent, donc Y4- est majoritaire vers pH 10. Donc plus le pH est grand et plus la concentration de Y4- est grande et plus donc la formation des complexes est favorisée, même si le complexe a une constante de formation relativement faible. De même, si la constante de formation d'un complexe est grande,
il pourra être dosé, il sera stable, même si la concentration Y4 moins est faible, c'est-à-dire même si on travaille à un pH moins basique ou même à un pH acide. Et on va donc jouer donc, sur le pH pour pouvoir faire des dosages sélectifs des éléments qui nous intéressent. Alors, si je regarde les constantes de formation des complexes du Ca2+, Al3+, et Fe3+, avec le DTA, on voit que le pKd pour le Fe3+, il est de 25,1, pour l'aluminium 3+, il est de 16,3, et pour le calcium, il est de 10,7. C'est-à-dire un complexe très très stable avec le fer, un complexe très stable. Là, c'est très très stable, là, très stable avec l'aluminium, et un complexe stable avec le calcium. Et donc, on va pouvoir jouer sur le pH pour faire des dosages sélectifs. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va d'abord doser le fer 3+, qui est le plus stable, qui forme les complexes les plus stables avec le DTA. Nous allons le doser à un pH relativement acide, assez acide, donc un pH entre 1,5 et 2, en présence d'un indicateur coloré qui est un mélange d'acide salicylique et de persulfate de potassium. Nous allons ensuite doser l'aluminium et le fer. Le fer, on l'a dosé 1,5 et 2, a fortiori, on va pouvoir le doser à 4,5 et 5. Donc, en se plaçant à un pH entre 4,5 et 5, on va pouvoir doser et le fer 3+, et l'aluminium 3+, en présence d'un indicateur coloré qui est la ditisone. Et enfin, le Ca2+, nous allons pouvoir le doser à un pH relativement basique, très basique, pH 13. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Et bien entendu, après avoir masqué le fer et l'aluminium. On masque ces éléments-là et on dose le calcium tout seul. Et l'indicateur coloré utilisé est le réactif de Patton et Rieder. Alors nous allons voir le détail de ces dosages. Mais tout d'abord, avant de faire les dosages, il va falloir déjà mettre en solution le ciment commercial que nous avons utilisé. Alors, nous allons prendre 1 gramme de ciment commercial. Alors, pourquoi 1 gramme? Tout simplement pour avoir une masse, donc un chiffre facile à utiliser par la suite pour les simplifications, etc. Donc, on pèse exactement une masse de 1,000 g, donc avec une masse connue et précise de ciment. Et ce ciment, nous allons ensuite l'attaquer par de l'acide chlorhydrique à 10%. C'est quand même de l'acide relativement concentré, donc on va l'attaquer donc, sur un bain de sable qui est chauffé vers 300-350 degrés Celsius. Et donc l'attaque commence, on voit des bulles donc, qui se dégagent. Donc c'est le fait de ce ciment qui est en train de se dissoudre. Sachant que la silice et CO2, eh bien, elle est insoluble dans l'acide. Alors, au besoin, on peut rajouter de l'acide chlorhydrique. Le but final, c'est de dissoudre tout le ciment et ne laisser que la silice qui est insoluble. D'ailleurs, ça se voit. Donc, au fond du bécher, on voit, lorsqu'il ne reste plus de points noirs donc ou gris de ciment, lorsqu'on a une poudre un peu blanchâtre, jaunâtre, là, on peut dire que finalement l'attaque est terminée. À ce moment-là, donc, on refroidit le bécher et on passe à l'étape suivante, qui est l'étape de filtration. Pour cela, nous avons besoin d'une fiole à vide, d'un Büchner et de papier filtre sans cendre. Alors pourquoi papier filtre sans cendre et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que ce papier filtre, lorsqu'on va le mettre à calciner, lorsqu'on va calciner le produit obtenu, lorsqu'on va le chauffer à haute température, ce papier filtre va se décomposer en donnant du H2O et du CO2 gazeux. Donc il va se décomposer sous forme de CO2 et de H2O vapeur. Et donc il ne laisse pas de cendre. Donc sa masse ne va pas intervenir dans la masse du produit final. Donc c'est un papier filtre bidoun yaramad. Il ne laisse pas de cendre. Donc s'il ne laisse pas de cendre, eh bien, sa masse n'intervient pas dans les calculs, n'intervient pas avec la masse de silice.
Donc, nous faisons le montage et à l'aide d'une pompe, on fait notre filtration et on lave plusieurs fois de manière à éliminer toutes les impuretés et de manière à ce qu'on élimine tous les ions Ca2+, Fe3+, Al3+, qui peuvent rester absorbés sur les grains de silice. Et on obtient une solution comme celle-ci, jaune, de couleur caractéristique de la présence des ions Fe3+. D'un autre côté, donc, le papier filtre, sur le papier filtre, on a récupéré de la silice SiO2, donc après, bien entendu, plusieurs lavages. Il y a également, sur ce papier filtre, peut-être la présence d'impuretés qui sont elles aussi insolubles dans l'acide, si elles existent, mais globalement, on peut dire que le papier filtre, il contient de la silice SiO2 qui est insoluble dans l'acide. On va récupérer cette silice, ce papier filtre, et on va le mettre dans un creuset que l'on aura préalablement taré, donc pesé à vide. On met dedans le papier filtre et on met l'ensemble dans un four que l'on porte à 1000 degrés Celsius pendant 1 heure. Quand le temps est terminé, on laisse refroidir le four, on récupère le creuset et on le pèse. Et la différence de masse nous donne la masse de SiO2 de ce ciment commercial. Donc, dans notre cas, donc on a une masse de 0,186 g. Et la silice obtenue, donc c'est un produit blanchâtre de couleur blanc-gris, mais faiblement gris, plutôt blanchâtre. Et donc là, on peut calculer, donc à partir de là, on peut calculer le pourcentage de silice dans ce ciment commercial. Passons maintenant au dosage des ions Ca2+, Al3+, et Fe3+. Comme on a dit, nous allons les doser par complexométrie par le DTA, mais avant de passer au complexe, on doit, à partir du filtrat, donc de volume inconnu, ou pas précis, donc nous allons prendre ce filtrat, nous allons le mettre dans une fiole jaugée de 500 ml et nous allons l'étendre à 500 ml avec de l'eau distillée. Comme ça, nous allons travailler donc sur une solution avec un volume précis. Donc, on connaît le volume de la solution. Et cette solution, on l'appelle S0. Et cette solution S0, elle provient tout simplement de la mise en solution de 1 g de ciment. Donc vous voyez, 1 g de ciment nous donne 500 ml de solution et nous allons travailler sur cette solution S0. Alors pour le dosage d'ion Fe3+, nous avons dit que on le réalise entre un pH de 1,5 et 2. Alors comme l'attaque acide, la mise en solution du ciment s'est effectuée en milieu acide relativement concentré. Donc avant d'entamer les dosages, la solution S0 est très acide et on doit ajuster donc le pH entre 1,5 et 2 en ajoutant quelques millilitres d'acide acétique, qui est un acide faible qui va augmenter le pH un petit peu, et en ajustant également avec de l'acétate de sodium, qui est la base conjuguée de l'acide acétique, de manière à avoir un pH entre 1,5 et 2, comme l'indique cette image, donc avec un papier pH spécial zone acide. Une fois que le pH est réglé, on passe à la suite. On ajoute l'indicateur coloré, qui n'est rien d'autre qu'un mélange d'acide salicylique et de quelques grains de persulfate de sodium. On obtient alors une couleur pourpre. Et on fait ensuite le dosage par de l'EDTA 10-2M jusqu'à ce qu'on passe à une coloration jaune. Au point d'équivalence, donc on passe de la coloration pourpre à la coloration jaune. Et le volume à l'équivalence est de 7,4 ml. Ceci concernant les ions Fe3+. Alors dans le cas des ions Al3+, on a dit qu'on allait les doser en même temps que les ions Fe3+, à un pH de 4,5 à 5. Alors, en faisant
ce qu'on appelle un dosage en retour de l'EDTA par le zinc. C'est-à-dire que nous allons utiliser de l'EDTA en excès. Nous allons d'abord complexer donc, les ions par de l'EDTA en excès, et l'excès de DTA sera dosé par une solution étalon de Zn2+. Donc, le pH est ajusté là encore avec donc, l'addition de solution tampon acétique 4,75, et au besoin, on peut ajuster en ajoutant un peu d'acétate ou un peu d'acide acétique de manière à ce que le pH reste exactement entre 4,5 et 5. On ajoute ensuite le DTA, calculé en excès de manière à complexer tous les ions et à ce qu'il reste une quantité non importante en excès. On attend quelques minutes parce que la cinétique de réaction avec l'aluminium est un peu lente. Et ensuite, on ajoute de l'éthanol et l'indicateur coloré qui est la ditisone. Alors pourquoi l'éthanol? Eh bien tout simplement parce que la ditisone est insoluble en solution aqueuse. Donc on ajoute de l'éthanol pour avoir une solution majoritairement moins aqueuse, et donc la ditisone permet de se dissoudre dans cette solution, alors que si on travaille en solution uniquement avec de l'eau, eh bien on va avoir des émulsions et cet indicateur coloré ne pourra pas servir, ne nous renseignera pas sur le point d'équivalence, alors que si on utilise donc de l'éthanol, donc la ditisone va se dissoudre dans l'éthanol et on va pouvoir donc l'utiliser comme indicateur coloré. La caractéristique de cet indicateur coloré, c'est qu'elle forme, la ditisone, elle forme des complexes de couleur pourpre avec le zinc de plus. Enfin, et d'ailleurs avec tous les cations métalliques. Et ensuite, comme on a de l'EDTA en excès, on se titre par une solution de zinc étalon. La couleur initialement était un peu marron, vert marron, et au point d'équivalence, on obtient une solution de couleur pourpre, avec un volume à l'équivalence de 9,65 ml. Alors pour le dosage d'ion Ca2+, on a vu que Ca2+ a une constante de formation relativement faible, donc il va falloir le doser à des pH proches de 10, mais on a deux contraintes pour ce dosage. La première contrainte, c'est qu'on a la présence des ions Fe3+, et Al3+. Alors, nous allons d'abord les masquer, et pour cela, nous allons utiliser un donneur de ligand très fort, et qui est la triéthanolamine, qui forme des complexes plus stables avec le Fer3+, et l'aluminium 3+, donne des complexes plus stables qu'avec le DTA. Donc pour cela, on va utiliser la triéthanolamine à un pH de 4,5 et 5 parce que la constante, à ce pH-là, la formation, le masquage de ces ions est total. C'est-à-dire qu'il est quantitatif. Tous les ions sont masqués. Si on travaille à pH acide, eh bien on risque d'avoir des réactions non quantitatives. Par contre, si on travaille à pH entre 4,5 et 5, eh bien, la réaction de ces ions avec la triéthanolamine est totale et quantitative. Et pour fixer le pH, on travaille plutôt avec de l'ammoniac en présence d'aléantie. Ça, c'est la première contrainte qu'on a surmontée. Deuxième contrainte, eh bien, la présence de Mg2+. Généralement, très souvent, il y a du magnésium qui se trouve en présence de carbonate de calcium. Même si sa présence dans le ciment n'est pas souhaitée, il peut éventuellement se trouver donc, du Mg2+, donc, dans le mélange. Et pour cela, pour que ça ne fausse pas le dosage, parce que le Mg2+, et le Ca2+, réagissent tous les deux avec le DTA vers le même pH, eh bien nous allons d'abord précipiter le magnésium sous forme de MgOH2. Alors il précipite vers pH 12 à peu près. Et nous allons travailler à pH 13, comme ça on est sûr que tout le magnésium a été éliminé sous forme de MgOH2.
Et pour cela, nous allons travailler en présence de NaOH2n, donc concentré, de manière à ramener le pH à 13. Et on vérifie avec soit du papier pH, soit un pH mètre. On vérifie que le pH est bien à 13. Une fois qu'on a surmonté ces contraintes, on peut passer à la partie pratique. Eh bien, on prend notre prise d'essai, on lui ajoute de l'héliantine en présence d'ammoniac de manière à avoir un pH vers 4,5. Une goutte ou deux d'ammoniac permet de remonter le pH entre 4,5 et 5. Ensuite, on ajoute la triéthanolamine de manière à masquer les autres cations. Ensuite, de l'hydroxyde de sodium de manière à amener le pH à 13 pour éliminer le magnésium sous forme de MgOH2. Et on effectue notre dosage donc, en présence du réactif de Patton et Rieder et le dosage par le DTA. Et la solution va virer donc au bleu clair, comme l'indiquent donc ces images. On passe d'une coloration plutôt rouge-violet. Rouge-violet, c'est une corrélation bleu net avec un volume de 19,95 ml. Donc voilà, on a effectué les trois dosages, plus la calcination de la silice. Donc passons maintenant à la détermination donc, de la teneur de ce ciment en oxyde. Alors à partir des résultats que l'on a obtenus, on peut calculer les pourcentages en oxyde majoritaire qui sont présents dans ce ciment. Alors pour la silice, on a trouvé une masse de 0,186 g. Donc pour 1 g de produit, ça nous donne un pourcentage de 18,6%. C'est pour cette raison qu'on a préféré travailler avec une masse initiale de 1 g. Parce que ça va nous donner 0,186 que divise 1, c'est la masse du ciment, fois 100. Ça nous donne directement le pourcentage. Donc on a un pourcentage de 18,6 en SiO2. Si je m'intéresse à la réaction du fer, donc Fe3+, plus Y4- donne FeY-. On a vu que dans la réaction avec le DTA, donc les cations métalliques réagissent mol à mol avec le DTA, et donc dans l'expression, dans la relation à l'équivalence, on écrit CV du fer égale CV de le DTA, au lieu d'écrire normalité, parce que il s'agit ici donc de molécules, donc de donneurs de ligands. On aurait pu écrire NV, mais comme ça réagit mol à mol, ça nous donne la relation CF3 plus VF3 plus égale CEDTA VEDTA, à partir de laquelle on calcule la concentration F3 plus, qui est de 7,4 10-4 mol par litre. Or, nous avons une solution S0, nous n'avons pas 1 litre, nous avons 500 ml de solution S0, c'est-à-dire la moitié d'un litre. Et donc on divise 7,4 et voilà le nombre de moles qu'il y a dans 500 ml, c'est-à-dire le nombre de moles qu'il y a dans 1 g de ciment. Donc 3,7 10-4 moles dans 1 g de ciment. Il suffit de multiplier par la masse molaire du fer et on a directement la masse de fer dans 1 g de ciment que l'on ramène en pourcentage, donc sachant que la masse de ciment est de 1, donc ça nous donne 2,07% en fer. Mais comme généralement on donne les pourcentages plutôt en oxyde de fer plutôt qu'en fer, eh bien ça nous donne, donc, sachant qu'une mole de fer donne une demi-mole de Fe2O3, donc on va multiplier par la masse de Fe2O3, divisé par la masse du fer et divisé par 2, ensuite multiplier par la masse le pourcentage de fer, et ça nous donne un pourcentage de Fe2O3 de 2,96%. Pour l'aluminium, nous avons un dosage en retour, c'est-à-dire que le DTA qu'on a utilisé, elle a servi à masquer les ions Fe3+, et Al3+, et l'excès de DTA a été dosé par le zinc. Et donc, donneur des ligands égale la somme des accepteurs de ligands. Et on remplace
chacune par sa valeur, et on obtient que la concentration en Fe3 et Al3+, elle est de 3,5 mol par litre. Là encore, c'est dans un litre. Or, nous avons 500 ml de solution, c'est-à-dire 1 gramme de ciment. Ben, il suffit de multiplier par 2. Et ça, c'est le nombre de moles fer plus aluminium. Et comme on a déjà calculé le nombre de moles de fer, ben, il suffit de retrancher le nombre de moles de fer. Ça nous donne directement 1,38 mol de Al3+, dans 1 gramme de ciment. Et là encore, on multiplie par la masse molaire de l'aluminium pour avoir la masse d'aluminium, et on divise par 1 fois 100 pour avoir le pourcentage en aluminium. Mais comme on doit ramener ces pourcentages en alumine, donc on passe donc du pourcentage de l'aluminium en pourcentage de l'alumine, et on trouve donc une valeur de 7,04%. Dans le cas du calcium, ben c'est pareil comme tout à l'heure. Donc, on calcule la concentration molaire donc en mol par litre, puis le nombre de moles dans 500 ml. On multiplie par la masse molaire pour avoir le pourcentage de calcium de 39,9%. Et ensuite, on transforme en pourcentage en CaO, donc, et on trouve une valeur de 55,9%. Voilà. Si je résume, donc nous avons trouvé un pourcentage de silice de 18,6%, un pourcentage en CaO de 55,9%, en alumine 7,04% et en Fe2O3 de 2,96%. Ce sont des pourcentages proches ou dans la fourchette donc, des ciments industriels commercialisés généralement. Donc, ça veut dire que nos dosages sont corrects et que ce ciment est bien un ciment qui remplit les conditions, à savoir les conditions de composition en calcium, aluminium, fer et silicium. Voilà, je vous remercie pour votre attention.